Je suis Lucas Marchand, rédacteur en chef des investisseurs. Dans cette vidéo, vous allez apprendre ce que fait un investisseur en période de crise. Les bourses sont dans la tourmente. Nous avons perdu plus de 10% sur les marchés. J'ai interviewé Thomas Veillet pour savoir ce qu'il faisait, ce qu'il pensait de cette crise du coronavirus et ce que vous pouvez faire pour vous en prémunir. Alors surtout, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Vous allez avoir plein d'infos de la part d'un investisseur avec beaucoup d'expérience. Je pense que ça vaut de l'or et je me réjouis d'avoir vos commentaires sur cette vidéo que vous pouvez mettre sur cette page. Thomas, merci d'être venu une nouvelle fois à Lausanne. Je me réjouis de parler avec toi de l'actualité des bourses et du monde dans les prochaines minutes. On va passer, je pense, une bonne demi-heure ensemble pour parler un peu de tout ça. La semaine a vraiment été complètement dingue sur les marchés. Depuis lundi, ça ne fait que descendre à très très haute vitesse. J'aimerais que tu nous fasses un petit récapitulatif de ce qui s'est déjà passé pour poser un petit peu le décor des marchés en ce moment. Bon, d'abord, merci. Ça peut être la dernière fois que je viens parce que vu l'angoisse qui nous prend aujourd'hui, venir de Genève à Lausanne, ça devient très compliqué. Hein. J'ai croisé des zombies en venant tout à l'heure. Donc, non, effectivement, on vit une période de méga stress qui est, on va dire, oui, justifiée. En fait, ce qui s'est passé, pour faire simple, on s'est rendu compte, on va dire qu'effectivement, le ralentissement, enfin la fermeture des usines en Chine ces derniers temps pour cause de quarantaine, allait peut-être avoir, enfin forcément avoir des conséquences finalement sur les sociétés du monde entier. On a vu Apple qui a fait un profit warning il y a 10 jours et ça continue, Microsoft, American Express, enfin tout le monde fait des profit warnings. Ce serait un peu dommage de rater l'occasion. Et puis, on commence à s'angoisser. On a eu des gens du CDC, en fait, donc l'agence américaine qui s'occupe de gérer ce genre d'épidémie, qui a dit que ça allait être très très compliqué, qu'en gros, il fallait faire très attention parce que les Américains allaient être très exposés. Trump a essayé de calmer le public, mais ça ne marche pas. On lui reproche de prendre les choses trop à la légère. Alors, ça me fait toujours un peu rigoler parce qu'on reproche toujours à Trump d'être un excité, mais on voulait quoi finalement? Que Trump arrive en hurlant à la télé en disant on va tous mourir, c'est fini. Non, je pense que voilà, on a eu, et puis les marchés ont complètement lâché. Alors ceci ajouté au fait qu'effectivement on pensait qu'on était trop haut, que les gens attendent depuis longtemps que ça baisse, que c'était l'occasion pour tirer dans le tas, bah voilà, on a un peu cette conséquence qui arrive ici. Alors finalement c'est une panique, on a perdu plus de 10% en l'espace d'une semaine, alors on dit qu'après 10% de baisse, c'est une correction. En dessus de 20%, c'est un bear market. Voilà, donc aujourd'hui on est en train de rentrer dans la phase, est-ce qu'on va aller jusqu'au bear market? On n'a eu aucune intervention de la Banque centrale américaine, ce qui est un peu mystérieux pour l'instant. Il ne faut pas oublier que c'est une des seules banques qui a quand même la possibilité de baisser les taux massivement. Donc ce serait assez rigolo de voir pendant ce week-end Powell qui annonce qu'il baisse les taux de 1,5%. Je rirai déjà pour voir ce qui va se passer lundi prochain. Donc voilà, on est dans une espèce de méga stress. Les gens ont perdu toute rationalité. Et puis on est en train de regarder simplement, dès qu'il y a un cas de coronavirus qui est déclaré, alors maintenant on en a un dans la région à Genève, quelques-uns sur le canton de Vaud, comme ça on n'est pas tout seul. Enfin voilà, et on repart dans ce méga stress. Et puis finalement, les gens sont en train de paniquer. On ne regarde même plus la rationalité des choses. On ne regarde même plus finalement le nombre de morts. Je regardais ce matin un chiffre assez intéressant qui était publié. Il y a 87 000 personnes qui sont contaminées dans le monde, 2700 morts et des poussières. Et puis, il y a quand même 36 000 personnes qui ont été contaminées et qui sont guéries. Ça, par contre, on n'en parle pas du tout parce que ça ne vaut pas la peine d'en parler dans les médias. Donc, on est vraiment dans une période de méga stress. Si vous regardez aujourd'hui les chaînes financières, c'est coronavirus, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien qui se passe au niveau du marché. Il n'y a plus de fondamentaux, il n'y a plus de nouvelles économiques, il n'y a plus que ça. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une période de stress. Ça continue tous les jours, il y a des nouvelles. Aujourd'hui, en Suisse, on a appris qu'on n'avait plus le droit d'avoir des réunions de plus de 1000 personnes. Alors, ce qui est bien, c'est que le foot, on peut continuer, puisqu'il n'y a jamais 1000 spectateurs aux matchs de foot en Suisse. Après, on a le salon de l'auto qui est annulé. Alors, c'est une grosse catastrophe depuis maintenant. Il n'y a plus de salon de l'auto à Genève. Voilà, donc on est dans une période de méga stress et personne ne veut prendre de risques, on peut comprendre. Et voilà, donc personne n'a envie de prendre des risques et tout le monde a la trouille. Donc, le marché réagit comme ça et puis on est en train de s'emballer. Mais il n'y a rien de rationnel. Alors, je veux bien croire qu'effectivement, on va avoir un ralentissement économique, ce qui paraît assez logique, mais ça ne veut pas dire que le marché va s'arrêter. On n'est pas dans une logique de crise des subprimes avec des banques qui ne peuvent plus financer. Non, on a un problème économique. Aujourd'hui, on voit que si ça se guérit, si ça se corrige dans 3-4 semaines, effectivement, on aura un trou sur l'année 2020. Mais enfin, on ne va pas s'arrêter de bosser après. Donc voilà, on en a là. Ok, je comprends. En fait, on est en train de dire qu'il y a vraiment deux éléments dans cette histoire de coronavirus. Il y a la panique irrationnelle qui crée une baisse du marché qui n'est pas forcément justifiée.
mais il y a aussi une part très réelle d'usines qui s'arrêtent, d'échanges qui sont freinés, de voyages qui ne se font plus, de réunions qui ne se font plus, d'événements qui sont annulés. Faire la balance en fait, entre ces deux choses pour savoir quoi faire sur les marchés, c'est finalement assez compliqué. C'est extrêmement, le problème, c'est que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de pricer tout ça, de comptabiliser tout ça, puisque on ne sait pas. On ne sait pas quand c'est que ça va s'arrêter. Pour faire un bilan net, je veux dire, si aujourd'hui on voyait que finalement la contamination s'arrête, ça ralentit, et puis que dans 2 semaines, c'est réglé, à ce moment-là, on pourra commencer à faire calculer les dommages collatéraux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de Genève, la fermeture du salon de l'auto, l'annulation du salon de l'auto aura des conséquences économiques sur les revenus de la ville de Genève, sur les gens qui ne viendront pas, etc. Donc il y aura des conséquences, ça c'est clair. Mais on ne peut pas le quantifier. Aujourd'hui, je voyais que Moody's, l'agence de rating, avait annoncé ce matin que comme quoi il y avait 40% de chances qu'on ait une récession de plus de... On n'a aucune idée. Pourquoi 40, pourquoi pas 39, pourquoi pas 38? Enfin, on n'en sait rien. Donc on est en train de jeter des bouteilles à la mer en se disant « ouais, il va y avoir ça », on ne sait pas. On ne sait pas. Oui, il y aura des conséquences. Oui, quand vous fermez une usine pendant 3 semaines, 1 mois, et que les composants ne sont pas livrés, il y a du retard dans les livraisons, il y a des choses qui ne seront pas vendues. C'est un décalage dans les revenus. Ce n'est pas non plus le fait « ah ben non, écoutez, là, les usines de Foxconn, plus jamais elles rouvriront, puis iPhone ne pourra plus jamais... Enfin, Apple ne pourra plus jamais vendre un téléphone ». On n'est pas là. Simplement, aujourd'hui, on a perdu toute référence. Et donc, mode panique, dans le doute, abstiens-toi, tout le monde vend tout et n'importe quoi, et puis on verra après. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer sur les marchés et dans la tête des gens. Maintenant, c'est clair que je ne veux pas non plus faire le gars qui n'en a rien à faire et qui n'a peur de rien, mais les gens sont tous... Personne n'a envie de mourir, on est bien d'accord. Je n'ai pas envie de mourir d'un coronavirus le mois prochain. Mais enfin, en même temps, quand on regarde un peu la mortalité, les gens qui sont touchés, ça fait plaisir à personne de voir qu'il y a des gens qui meurent. Mais quand on voit que vous avez des gens qui meurent, qui avaient 85 ans, qui en plus avaient un cancer et qui étaient sous dialyse, de dire que c'est la faute du coronavirus, c'est un petit peu un raccourci facile. Donc aujourd'hui, on est dans un mode panique, que ce soit dans le mode social. Vous allez dans la rue aujourd'hui, essayer de monter dans un bus et puis de tousser, je vous promets que ça va être marrant. Vous baladez qu'un masque sur le visage, c'est pareil. Les gens, j'ai vu aujourd'hui un ami qui était dans le bus, il me disait, mais il avait un masque parce qu'il toussait, il n'a pas le coronavirus, mais il toussait, il a mis un masque pour ne pas déranger les gens. Dans le bus, il était seul dans une zone de 4 places et le bus était plein. Donc les gens ne veulent plus s'asseoir à côté des gens qui toussent. Si vous êtes asiatique, vous montez plus dans un bus. Enfin, on est dans une psychose totale. Donc dans cette forme-là, déjà le marché, quand il panique, il devient totalement irrationnel. Mais là, alors, on se fait plaisir. Donc c'est difficile de dire où est-ce que ça va s'arrêter. C'est difficile à quel moment ça va redémarrer. Et surtout, c'est impossible de pricer l'impact. On sait que ça va être beaucoup. Voilà. Beaucoup de combien, on ne sait pas. Le FMI a annoncé une baisse de 5 points sur le GDP, le PIB chinois pour 2020. Donc on passe de 6,1 à 5,6 attendu, et une baisse de 0,1% sur la croissance mondiale. Ça fait plaisir à personne. C'est clair qu'on préférerait avoir 5% de croissance de plus, dire on ne sait plus comment faire. Enfin voilà, on est dans une phase un petit peu critique, et là on est en train de s'emballer dans tous les sens. Je pense que tu as souligné quelque chose de vraiment important sur le fait qu'on n'est pas dans un risque systémique à la crise grecque ou je ne sais quoi. Je regardais le VIX ce matin et en fait, il est en train d'atteindre 40 points, qui est un niveau de la crise grecque. Et pour moi, autant je peux comprendre qu'il y a une baisse de prix parce qu'on s'inquiète pour l'économie, autant ça me paraît excessif d'avoir un niveau de stress semblable à celui de la crise grecque aujourd'hui pour cette histoire de coronavirus. Entièrement d'accord. Mais okay. Je suis 100% d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de logique. On est dans une phase de panique qu'on a déjà vécu dans les... Enfin, moi, ça fait juste 30 ans que je fais ça et ce n'est pas la première fois qu'on voit des paniques comme ça et les gens réagissent n'importe comment. Je vais juste prendre un exemple anecdotique, mais durant la crise asiatique qu'on a eue en 97, donc ça commence à dater un tout petit peu, on a eu un moment donné où un matin, on nous balance une rumeur comme quoi on s'autorise à penser, je cite Coluche là, mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'il se pourrait que le Crédit Suisse soit en faillite. Donc ça fait beaucoup de conditionnels, beaucoup de si en même temps. On nous disperse ça dans le marché allègrement, on ne sait même pas d'où ça vient. Le marché, les assurances et les bancaires suisses ouvrent en baisse de 30%. Sur base de rien. Et c'est une panique totale. Voilà, les gens paniquent, les journalistes appellent, ils disent « Vous avez entendu dire ?» Oui, on a entendu une rumeur qui sont transformées. Monsieur tel et tel confirme que... Non, j'ai entendu une rumeur et je confirme que...
Au niveau du langage, c'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, on n'entend plus rien. On veut juste vendre. Laissez-moi sortir. C'est un peu le Titanic, sauf que cette fois, les femmes et les enfants d'abord, c'est non. C'est d'abord mon portefeuille et les femmes ensuite. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un mode de panique. Donc il n'y a plus de logique. Si on réfléchit rationnellement, on se dit, OK, alors moi je vais faire un calcul à 2 balles. La crise a commencé mi-janvier en Chine. Aujourd'hui, on est fin février. En 6 semaines, on a eu l'accélération de la courbe, le ralentissement des contagions et on redescend gentiment, semble-t-il, en Chine. Donc, c'est-à-dire qu'entre le début et la fin de la grosse crise, c'est 6 semaines. Si nous, on tient compte du fait que ça a commencé il y a 10 jours en Europe, il nous reste 30 jours. 30 jours. Et là, si on baisse à coup de 4% pendant 30 jours, ça va être sympa. Mais je veux dire, aujourd'hui, les gens sont en train de juste dégager. Les bears, entre guillemets, qui étaient archi convaincus qu'on allait se péter la figure, mais depuis 5 ans, hein, pas depuis la semaine dernière. Parce que attention, ça va baisser. Ce n'est pas le coronavirus qu'on nous vendait, on nous vendait autre chose. Donc, aujourd'hui, ils sont convaincus que... j'ai encore lu un article ce matin, ce n'est pas le coronavirus. Non, non, il y a d'autres choses. Et vous allez me faire croire aujourd'hui que les gens sont en train de vendre comme ça de manière irrationnelle. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. On est dans une panique. Je veux bien croire qu'on était suracheté sur le marché. Là, on est survendu. Je veux bien croire que l'économie était montée peut-être en avant ou on avait pricé trop de choses. Je veux bien. Mais là, il faut arrêter. Là, on est juste en train de pricer la fin du monde. Et encore une fois, comme tu le disais avant, la question c'est, aujourd'hui, les usines reprennent en Chine. Les commandes, elles vont continuer. Est-ce que vous, les gens qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que vous allez arrêter d'acheter des iPhones? Vous n'allez pas acheter une nouvelle PlayStation l'année prochaine? Vous allez arrêter d'acheter des gadgets électroniques? Non, vous allez peut-être devoir attendre 2 semaines de plus pour avoir votre iPhone, mais vous attendrez. C'est tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans un mood où on est en phase panique et on l'a déjà vu. Mais bon, encore une fois, l'investisseur n'a aucune mémoire. Donc, c'est jamais arrivé. Aujourd'hui, on nous dit, oui, on a eu la plus forte baisse en 10 jours sur le S&P 500 depuis 87. Alors, présenté comme ça, waouh! Pire que le crash de 87, pire que la crise des subprimes, pire que la bulle Internet. Mais à chaque fois, c'était des crises systémiques. Alors qu'aujourd'hui, c'est un virus. Alors, si on part du principe qu'on va tous mourir, d'accord, c'est notre histoire. Enfin, si on va tous mourir, moi je me lève, je sors, je vais faire autre chose parce que j'ai autre chose à faire que rester ici, sachant qu'il me reste que quelques jours à vivre. Donc du coup, on est dans une espèce de panique totale. Les gens réagissent n'importe comment. Et on a oublié. Par contre, si on reprend l'histoire du marché depuis 124 ans, eh bien, c'est seulement la 10e fois qu'on baisse aussi rapidement. Simplement, c'est plus facile de présenter les choses packagées différemment en disant « Ah, c'est la pire depuis là ». Mais avant, il y a eu aussi des fois qui étaient beaucoup plus violentes. Voilà. Donc maintenant, ça va peut-être continuer encore 2-3 jours. Je ne vais pas dire que ça va... À un moment donné, ça va s'arrêter. On ne sait pas pourquoi. Mais je disais avant, les Chinois, ils ont fait quoi pour stopper l'hémorragie après la crise du coronavirus, après le nouvel an chinois? Eh ben, ils ont injecté des dizaines de milliards dans le marché. Personne n'a rien dit, le marché a remonté. Aujourd'hui, le marché chinois, il est quasiment au même niveau que là où il était avant le début de la crise. Et vous croyez sincèrement que Trump et les Américains ils vont attendre que ça baisse encore 20% pour réagir? Je ne sais pas, peut-être que c'est du, comme on dit en anglais, du wishful thinking, enfin j'espère simplement, mais je me dis qu'à un moment donné, ils vont réagir et puis le marché va se retrouver les pantalons en bas en se disant « qu'est-ce que je fais? Il va bien falloir y aller ». Donc voilà, il y a un ensemble de choses. Je ne veux pas non plus dire c'est ridicule de s'inquiéter pour le coronavirus. Enfin, quand je regarde les chiffres, on a peut-être déjà parlé des chiffres ici, j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes chroniques des chiffres. Aujourd'hui, un exemple ridicule, mais chaque année aux États-Unis, il y a 3000 personnes qui se tuent au volant en envoyant des SMS. Aujourd'hui, il y a 2700 morts à cause du coronavirus. Ce qui me fait dire que la connerie tue quand même un tout petit peu plus que le coronavirus. Et justement, à propos d'exagération, je pense que l'exemple de ce qui s'est passé en Chine, qui ont entre guillemets un peu d'avance sur nous au niveau de ce virus, est très intéressant parce qu'effectivement, il commence à y avoir beaucoup de gens qui sont remis de ce virus, il commence à y avoir des routes qui sont de nouveau occupées par des voitures, il commence à y avoir des usines qui ouvrent à nouveau, des voyages qui se font de nouveau. Donc l'expérience semble effectivement montrer qu'on est capable de passer à travers ce virus relativement rapidement et avec des dommages plutôt maîtrisés. Donc on avait parlé il y a quelques semaines de l'économie chinoise. En réalité, j'ai l'impression que le passage de ce coronavirus, c'est plus un ralentissement d'une économie qui grandit que véritablement un obstacle. J'aimerais juste que tu puisses confirmer ça. Confirmer, c'est difficile parce que c'est difficile de confirmer, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec le début de la crise, enfin, durant cette crise, il y a à peu près toutes les opinions qui sortent dans le marché. Et je disais de la part d'un économiste l'autre jour qui disait « Oui, de toute façon, c'est bien parce que ça nous fait prendre conscience de notre dépendance à l'économie chinoise. » Très bien. Donc, est-ce qu'on va réellement me faire croire qu'après cette crise, on va dire « Non, attendez, on va repenser les choses différemment ». Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va plus acheter des marchandises à bas prix en Chine, et puis à la place, on va les faire fabriquer dans des usines en Suisse, où on va payer des ouvriers à la chaîne à 6 000 francs par mois. Je pense que c'est comme ça qu'on va réagir. Ok, alors on essaie de jouer la jolie princesse qui veut être gentille avec tout le monde, mais là, en l'occurrence, eh bien oui, on est dépendant de l'économie chinoise, mais on sait pourquoi on est dépendant. Parce que finalement, ce qu'on a besoin d'importer chez eux, c'est parce que c'est moins cher. Il ne faut pas me faire croire qu'on va pouvoir être aussi compétitif qu'eux aussi aujourd'hui chez nous. Donc, oui, il y a un ralentissement, mais c'est un obstacle dans la croissance chinoise. C'est un bump in the road, il y a un truc qui s'est passé au milieu. Ah, ben on va redémarrer. On va continuer, on va avoir besoin. On parle des voitures, on parle du salon de l'auto. J'étais dans une voiture tout à l'heure et je regardais, mais toutes les pièces en plastique dans la voiture dans laquelle je suis, c'est des boutons qui sont importés de Chine. Bon, on va faire quoi là? On va plus importer chez eux, on va les faire ailleurs. Je veux dire, Mercedes, ils doivent payer, je ne sais pas, 10 centimes le bouton, mais ils vont les payer 1 euro parce qu'ils vont les faire fabriquer à Stuttgart. C'est pas comme ça que ça va se passer. Donc je pense qu'effectivement, en plus, les Américains ont signé un accord, je rappelle, quand même, avec la Chine, un trade deal. Et il y a encore 2 étapes qui vont se faire. Ils vont continuer à bosser ensemble et on va continuer à fonctionner comme ça, à mon sens. L'économie chinoise ne va pas s'arrêter du jour au lendemain parce qu'il y a eu un virus. En plus, je pense que dans leur mentalité, c'est pas la même chose. Donc ma conviction, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça va repartir. La question, c'est quand. Et de nouveau, c'est pas qu'il y a un problème majeur parce que toutes les banques sont en faillite en Chine. Non, c'est un problème ponctuel par rapport à un problème de virus qui, heureusement, aujourd'hui ne semble pas encore être aussi virulent que ce qu'on nous met dans les films catastrophes américains. Donc, moi, je pense qu'il y a, à un moment donné, ça va redémarrer. C'est clair qu'il y a un adage en bourse qui dit « Never catch a falling knife », ne jamais rattraper un couteau qui tombe. Il y a un couteau qui tombe dans la cuisine, vous le laissez tomber par terre, puis quand il est par terre, vous le ramassez. Ça ne sert à rien d'essayer de jouer les héros pour le choper en plein vol, puis « Ah, je me suis coupé ». Mais c'est ça aujourd'hui. À quel moment on va pouvoir remettre les pieds dedans pour pouvoir réinvestir? Mais je rappelle quand même qu'il y a 3 semaines en arrière ou 1 mois, quand on ne parlait pas de coronavirus, on nous parlait de targets complètement, excusez-moi du terme, débiles sur certaines actions. C'était normal qu'Apple soit au-dessus des 300 $. C'était normal que Microsoft vaille 1 trillion, parce que la société est fantastique. Et là, ils ne sont plus fantastiques du tout. Parce que plus personne ne va acheter de PC. Jamais. Je veux dire, on est le marché depuis un moment, depuis longtemps, enfin depuis pas mal de mois, j'ai envie de dire, est dans une phase tout blanc, tout noir. Il n'y a plus d'entre deux. Donc on tape dans le tas et puis après on verra bien. Donc là, on tire d'abord et puis après on fera le bilan derrière. Mais encore une fois, je pense qu'on a perdu toute notion de la réalité par rapport aux chiffres. Alors, c'est clair que si les 2700 personnes mortes en Chine sont des amis, ça m'embêterait un tout petit peu. En l'occurrence, je ne les connais pas. Mais sur le fond, globalement, ce qu'on voit derrière, c'est qu'aujourd'hui, c'est infinitésimal sur la masse. Alors, on n'a pas envie que ce soit nous, bien sûr. Autant se protéger. Mais aujourd'hui, je veux dire, à Genève, je n'ai pas été vérifié encore ici à Lausanne, mais je veux dire, j'étais à Genève, vous rentrez dans une pharmacie pour demander un produit pour vous désinfecter les mains, il n'y en a plus. Rupture de stock. Je veux dire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour se désinfecter les mains, il n'y a plus rien pour mettre sur les visages, les masques, ça n'existe plus. Il y a des gens l'autre jour qui me disaient, il y avait une cliente devant moi, elle achetait les masques par 60, quoi. Donc, je ne sais pas, il faut faire du marché noir derrière. Donc, il y a vraiment une phase de panique. Et je pense que, j'espère, sincèrement, que dans 3 semaines, on va rigoler de tout ça. Mais encore une fois, c'est incroyable. Les réseaux sociaux font aussi catalystes. Avant, on n'avait pas ce genre de choses. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui a un avis. Tout le monde est devenu épidémiologiste, hein, tout le monde. Sans parler des théories du complot, hein, parce que j'ai lu ce matin qu'effectivement, le coronavirus, c'est une arme chimique qui a été inventée par les Américains. Enfin, on a un peu tout ce qu'on veut voilà, on est dans une espèce de film. En plus, on vit avec ça. Je me suis refait la première saison de Walking Dead hier soir pour voir s'il y avait des similitudes. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un mood où on cherche tout ce qui pourrait aller mal. Mais globalement, si on est rationnel, si l'épidémie se calme dans 3 semaines en moins, et puis que oui, à la fin, on aura des attentes qui auront été déçues pendant cette période-là. Effectivement, on a fermé des usines. Donc à la place de vendre, ils n'ont rien fait. Ça va faire un point noir dans le bilan.
mais après, ça ne va pas s'arrêter de fonctionner. On va recommencer à réinvestir, on va commencer à racheter. J'imagine que les gouvernements, ils vont remettre la main à la caisse pour redynamiser l'économie, ce que font déjà les Chinois. Et je ne pense pas que les Américains vont rester assis au bord de la route en disant non, 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 en fait, tout, démerdez-vous, nous, on ne fait rien. Ils vont intervenir aussi. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. L'autre problématique qu'on a, c'est qu'on sait que depuis 10-11 ans, le marché il monte soutenu par les banques centrales. Alors, je veux bien croire qu'un jour, les banques centrales vont nous lâcher. Je veux bien croire qu'un jour, les banques centrales vont essayer de nous dire écoutez, maintenant, il faut y aller tout seul. C'est comme un enfant. Quand il apprend à marcher à 12 mois, vous le soutenez. À 3 ans et demi, vous essayez quand même qu'il est tout seul quand même. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, la Fed avait fait ça il y a quelques années. Et dès qu'elle a vu que l'économie n'y arrivait encore pas tout seul, eh ben, elle est revenue. Elle a ressoutenu aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la logique, c'est je veux bien croire qu'un jour, les banques centrales vont nous lâcher, mais pas aujourd'hui. Donc, voilà. En étant un petit peu positif, je pense qu'on aura des surprises quand même dans ces prochaines semaines. Donc, admettons que j'ai réussi à prendre du recul par rapport à tout ça. J'ai calmé ma panique, j'ai plus les mains qui tremblent. Je veux maîtriser mes investissements, j'ai mon petit portefeuille, je le vois chuter à toute vitesse. Comment je réagis? Pour moi, quand vous avez un portefeuille comme ça, encore une fois, la logique, c'est de ne pas être épidermique et d'essayer d'être loin du bruit. Donc la première chose, c'est que si on part du principe que dans un portefeuille, vous avez 10 titres, et puis que régulièrement, vous rachetez vos titres, parce que vous moyennez, parce que vous réinjectez toujours un peu de cash dans votre portefeuille, eh bien ce cash, vous continuez de le réinvestir et vous ne vous posez pas de questions. Vous recommencez maintenant, vous recommencez dans un mois, et puis dans 3 mois, et vous continuez comme ça. Et vous verrez que dans une année, quand ce truc-là il aura été oublié, ben vous aurez moyenné au fond du trou, puis vous aurez baissé votre prix de revient. Si vous pensez qu'on va s'en sortir, si vous pensez effectivement qu'on va tous mourir, et puis qu'il ne reste plus que quelques semaines à faire, bah, vendez tout ce que vous avez, prenez l'argent et puis partez à Ibiza faire la fête. Non, pas à Ibiza, il y a trop de monde dans les boîtes de nuit, mais essayez de trouver un endroit où vous pouvez vous amuser. Et puis profitez de ce qu'il vous reste à vivre, parce que là, franchement, je ne sais pas quoi répondre. On a déjà vécu ce genre de situation, pas forcément pour un virus. On a déjà eu plein de situations, un virus SRAS, grippe aviaire, Ebola, 2 fois Ebola. 2 fois on nous a fait la fièvre hémorragique, on va tous y passer. Non, enfin bref. Et on est dans ce mood-là où finalement, on a déjà vécu des crises comme ça de panique. Et à chaque fois, les subprimes en 2009, les clients m'appelaient « Ah, monsieur Veillet, plus jamais je fais des actions, c'est terminé, je ne veux plus entendre parler. » Et 10 ans plus tard, on dit « Ouais, mais Tesla, elle va à 7000. » On vit les mêmes séries encore et encore. C'est désagréable, ce genre de situation. Mais c'est comme si vous avez une dent qui va mal, vous allez chez le dentiste, personne n'aime aller chez le dentiste, personne n'aime se faire arracher une dent, personne n'aime se faire mettre sous anesthésie chez le dentiste. Mais il faut y aller quand même. Donc il faut passer ce moment-là, et puis après, ce sera oublié dans 2 semaines. Donc quelque part, on a des mauvais moments qu'on n'a pas envie de passer, mais c'est comme ça. Donc si on fait de l'investissement sur le long terme, eh bien on achète. Si vous avez décidé que tous les 28 du mois, vous achetez, ben aujourd'hui, vous achetez. Et puis le mois prochain, le 28, vous achetez de nouveau. Et puis on verra. Maintenant, la seule probabilité pour que le marché continue à baisser encore à coup de 10% par semaine, c'est qu'on va tous mourir. Donc faites la balance. Il peut quand même descendre encore de 10 ou 20, réalistement. Alors les experts nous disent, il y a un monsieur qui s'appelle Alan Edwards, qui est le stratégiste de la SocGen, qui nous vend 85% de baisse depuis 30 ans. Peut-être qu'aujourd'hui il a raison. Mais il faut être réaliste. Je veux dire, les banques centrales ne vont pas laisser faire. Les politiciens ne peuvent pas laisser faire. Je rappelle quand même qu'il y a une élection dans 9 mois aux États-Unis et qu'a priori, Trump, ça l'arrange moyen si le S&P il est moins 35 pour l'année. Donc, quelque part, il va quand même devoir essayer de relancer l'économie. Relancer l'économie. On parle pas de stopper cette hémorragie boursière. Alors, je pense qu'effectivement, ça va se faire naturellement si on voit que petit à petit, les gens qui sont contaminés ici, il y en a de moins en moins, et qu'en plus, ceux qui sont contaminés, ils ne meurent pas, et puis qu'on va dans cette direction. Mais si en plus, à un moment donné, les gouvernements interviennent, ça va sauver l'histoire. Mais de nouveau, moi, je revendique, quand on fait l'investissement sur le long terme, d'avoir une vision long terme et d'éviter le bruit. Alors moi, je vous avouerai qu'aujourd'hui, de parler de tout ça, ça m'éclate, parce que ça devient presque un sketch, autant dans les chroniques matinales, autant quand j'ai l'occasion d'en parler dans des interviews comme ça devient un sketch, et c'est drôle, et ça donne de la matière de quoi discuter. Par contre, effectivement, sur le long terme, si on reste dans une logique long terme, apparemment, je n'ai pas tout eu encore aujourd'hui, mais je ne crois pas que Warren Buffett est en train de sauter par la fenêtre. Hein. Donc il continue à moyenner et à garder sa stratégie long terme. Et lui, il a une pile de cash, il peut encore acheter longtemps. Il a une pile de cash, oui, mais même ce que vous avez aujourd'hui, pourquoi vous allez vendre? Pourquoi vous vendriez?
Si vous avez une stratégie d'investir régulièrement et si votre stratégie est d'investir régulièrement, vous appliquez votre stratégie. La pire des choses qu'on puisse faire en investissement, c'est de changer d'avis tous les 15 jours. Si vous déterminez une stratégie, vous fixez des règles, et puis 2 semaines après, vous changez d'avis, il ne faut pas le faire. Faut pas le faire. Je rappelle quand même pour mémoire qu'il n'y avait pas de coronavirus, mais en fin 2008, on s'est fait exploser pendant 3 mois. Les gens étaient pratiquement dans la même situation. Ah, tous mourir, c'est fini, je ne veux plus jamais avoir d'action, c'est terrible, blablabla. Et puis, 1er janvier, vous avez Powell qui dit « Ouais, c'est bon, je suis là pour vous aider ». Et le marché reprend 30% sur l'année. Donc, il finit l'année à moins 15 ou moins 20 et il finit à plus 30, plus ou moins. Et puis, à la fin de l'année, les gens vous disent « Ouais, mais bon, moi, j'avais vu venir le truc ». Il faut arrêter. Personne n'a rien vu venir. Moi, je n'ai pas vu venir le coronavirus. On a eu la première baisse où j'ai pensé sérieusement que c'était déjà fini, à tort. Et maintenant, il y a la deuxième vague parce qu'on ne pensait pas que ça allait se spreader aussi rapidement en Europe et puis qu'il y aurait autant de problématiques en Europe. Mais encore une fois, les chiffres sont dérisoires. Je suis désolé, mais le nombre de morts qu'on a aujourd'hui en Europe, il y a plus de gens qui se tuent sur la route dans la même journée. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui vont se tuer sur la route en Suisse qui vont mourir du coronavirus. Pourtant, on n'a pas interdit les voitures de rouler jusqu'à nouvel ordre, mais enfin bon... Voilà, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu, pas le virus, c'est du déjà vu. On a déjà vu des crises avec des virus comme ça. À chaque fois où on nous ressort des chiffres, on a déjà vécu ça. Et ça finit toujours par remonter. Donc si vous faites de l'investissement long terme, si vous pensez à votre retraite dans 20 ans, ce qui est mon cas, ouais, ben moi je continue à faire la même chose. Depuis qu'on travaille avec toi au bureau, tout le monde suit les actions Coca-Cola. Parce que Thomas Veillet, c'est Coca-Cola. D'ailleurs, c'est pas moi, c'est Warren Buffett. Ah, c'est Warren Buffett. Il en a un peu plus que toi d'actions. Probablement, ouais. Bon. Donc, je vous dis aujourd'hui, vous pouvez acheter Coca-Cola si vous voulez faire comme Thomas Veillet, parce qu'il le recommande dans presque toutes nos publications. Non, mais c'est l'exemple typique. On a vu que ça a bien baissé. Oui. Et on s'est dit, tiens, Thomas sera content probablement qu'il est en train d'acheter Coca-Cola. Mais c'est clair. Mais d'abord, il y a tout qui baisse pour des raisons aberrantes. On est d'accord. Sauf peut-être d'autres valeurs comme Virgin Galactic par exemple, mais si on regarde certaines valeurs aujourd'hui, tout baisse. Mais quand dans ces marchés, typiquement, quand tout baisse, sans aucune discrimination, c'est qu'on est en train d'arriver quelque part au niveau de la panique. On est en phase de panique. Ça peut durer 2-3 jours, mais tout baisse. Coca baisse, Apple baisse, Microsoft baisse, même les boîtes, les fantastiques boîtes qu'on adorait il y a 3 semaines baissent. C'est juste laissez-moi sortir et on verra plus tard. Mais fondamentalement, de nouveau, les gens... Alors, on n'a pas annoncé que le coronavirus se transmettait par le Coca, donc a priori, ça devrait continuer. Donc même si aujourd'hui ça baisse, les derniers chiffres étaient fantastiques. Alors peut-être, mais encore une fois, je ne vois pas pourquoi. Enfin moi, s'il y a un truc que je vais arrêter de faire, c'est en tout cas pas de boire du Coca. C'est ça. Voilà, si je bois du Coca tous les jours, je ne vais pas dire « Ah non, mais avec l'épidémie, je ne vais pas en acheter. » Bah, j'irai peut-être pas en acheter. Bah, si, je vais en acheter, mais je vais en acheter plus pour stocker. Et puis j'aurai de quoi en boire pendant quelques temps. Je fais la même chose avec le vin. Rien à voir, mais bon, globalement, ce qu'il veut dire, c'est que Coca-Cola, c'est un exemple, mais les gens ne vont pas arrêter. Il y aura, oui, pendant un moment donné, on va moins dans les magasins, peut-être, mais il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Coca-Cola, encore une fois, c'est quelque chose qui sera toujours là. Et le premier qui m'envoie un mail pour me dire « Vous ne pensez pas que Coca va faire faillite ?» je le mords, ou je lui tousse dessus. Tu as évoqué très très rapidement Virgin Galactic. On avait déjà parlé de Tesla et puis d'une euphorie qu'il y avait sur cette action en particulier. On a vu un truc, je crois, encore plus dingue sur Virgin Galactic qui prévoit donc d'envoyer des gens dans l'espace pour faire du tourisme. L'action a triplé en quelques mois, je crois, quelque chose comme ça. Hier, elle a perdu près de 24%. Aujourd'hui, ça va être encore quelque chose de semblable. Est-ce que ce n'était pas quand même le signe de voir ces actions monter si vite, des actions très à la mode, très branchées? Est-ce que ce n'était pas un signe un petit peu avant-coureur? Si, c'était, je l'ai dit plusieurs fois, hein, les bull markets se terminent dans l'euphorie. Et là, on était dans une phase euphorique, probablement. Le problème, c'est que très honnêtement, en dehors du coronavirus, je m'attendais à une euphorie qui allait durer un peu plus avant de capoter. En ce qui concerne, oui, évidemment, Tesla qui est une boîte qui
qui a adoré, qui est très branché, qui est très in. Je me suis fait encore allumer par un client hier soir parce que j'ai eu l'outrecuidance de dire du mal de Tesla. Je précise que je ne pense pas que Tesla est une boîte pourrie. Je pense que Tesla n'est pas une marque de voiture fondamentalement. Tesla fait d'autres choses. Donc c'est très difficile à savoir ce que ça vaudra réellement un jour. Mais oui, c'était un signe d'euphorie. Virgin Galactic, quand on regarde le business model et les revenus qui ont été les chiffres qui ont été publiés mardi dernier, mais c'est clownesque. Alors je veux bien croire qu'on va anticiper le truc, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a une chose qu'on est à peu près sûr, c'est que le coronavirus ne se reproduit pas dans l'espace. Peut-être que c'est la solution finalement. Mais toute trêve de plaisanterie, aujourd'hui, Virgin Galactic, ils vous vendent des billets pour aller dans l'espace, dans un avion qui aujourd'hui n'y est pas encore allé avec des touristes. Ils devraient faire ça cet été si tout va bien. Le billet coûte 250 000 $ par personne et vous pouvez le réserver en versant 1 000 $. C'est la méthode Tesla, hein. Vous pouvez acheter un pick-up Tesla en versant 1 000 $ tout de suite. Et puis vous pouvez annuler en tout temps, on vous rembourse l'argent. Ça ne veut pas dire que la personne achète, ça veut dire que la personne réserve. Donc là, il y a des gens qui ont réservé pour dire « Ouais, moi j'ai un ticket pour aller dans l'espace ». Quand il faudra vraiment y aller, on verra le nombre qui ont le courage de mettre la combinaison spatiale et d'y aller pour faire un espèce de parabole là-haut pour dire « Ah, je suis allé dans l'espace. Regardez mon profil Facebook, c'est la photo de moi dans l'espace. » Non. Je veux bien croire que ça va arriver. Je veux bien croire qu'à un moment donné, il y a des milliardaires qui voudront aller faire les malins là-bas. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça valait 3,5 milliards au top, cette boîte. 3,5 milliards. Ils vendent rien, ils bouffent du pognon et ils ont des revenus de 500 000 $ par année. 500 000 $ par année de revenus, ils ont 70 000, par trimestre et 70 millions de pertes. Mais ça vaut 3,5 milliards. Alors moi, je ne suis pas analyste financier, je n'ai pas fait de CFA, je n'ai pas fait de CFPI, je ne suis pas neurochirurgien, puis je ne peux pas opérer à cœur ouvert avec un stylo bic, mais globalement, ça me paraît quand même un tout petit peu tiré par les cheveux. On a eu cette aberration, cette euphorie, aujourd'hui ça se corrige, c'est normal. Ce n'est pas un business viable, même si c'est peut-être un business, mais ce n'est pas un business de croissance. On ne peut pas imaginer que les gens vont dire « Tu fais quoi ?» Ouais, je vais dans l'espace. Je vais faire un tour dans l'espace, je vais payer 250 000 $ pour aller faire une parabole dans l'espace. Alors, il y en a certainement qui vont le faire, mais enfin, je ne pense pas que c'est un business durable. En plus, ça limite quand même le nombre de personnes qui vont pouvoir y aller, quoi. C'est pas EasyJet, hein. Donc voilà. Oui, c'était un signe d'euphorie. Généralement, ça se termine toujours comme ça. Pour être sincère, j'avais un plan un peu différent. Mais enfin, bon, pas avoir raison tout le temps, mais globalement, je pensais que ça durerait un peu plus, cette euphorie, puis qu'on aurait le temps de se préparer. Je ne pensais pas que ça irait si vite, surtout pas pour ces raisons-là. Surtout après la première alerte coronavirus qui nous a quand même permis derrière de monter au plus haut de tous les temps. Donc voilà. Bon, de toute façon, on sait qu'avec les marchés, on est souvent surpris. Bien sûr. Moi, ma surprise cette semaine, c'était de voir que l'or n'est pas monté alors que les bourses descendaient à toute vitesse. C'était un peu une surprise pour moi. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que tu penses que l'or aurait dû monter ou... En fait, oui, pour être très honnête, moi je reste convaincu que l'or va aller plus haut. Mais a priori aujourd'hui, alors j'ai vu un article passionnant aujourd'hui, quelqu'un qui disait oui, alors en fait l'or ne monte pas parce que ce qu'on lui demande de faire, c'est de ne pas baisser quand le reste baisse. Je dis bon, en fait, en gros, il faut toujours avoir de l'or et puis il y a toujours une excuse pour savoir pourquoi il est là. Ça, c'est clair, trouver une excuse après, c'est toujours facile. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une forme de déception. Et peut-être, hein, je lance ça en l'air. Je pense que les gens, en fait, là où on est aujourd'hui, c'est j'ai peur. Il y a le coronavirus qui arrive. Oui, mais il ne viendra pas jusque-là. Ah si, finalement, il est venu. Donc, je vends tout ce que j'ai. Je vends toutes mes actions. Je vends mon or. Je vends mon pétrole. Le pétrole est à 45 $. Je veux dire, mais si on va tous mourir et puis que tout va s'arrêter, on va se retrouver dans une situation comment? Comme Mad Max. Quelqu'un a vu Mad Max ici? Et les gars se battent pour avoir du pétrole. Et aujourd'hui, on entend « Oui, non, ça ne va plus jamais marcher, ça va à zéro. » Ben non, il va rester des voitures, des Ford Interceptor qui vont rouler partout et ils vont pouvoir les racheter. Non, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens veulent juste tout vendre et puis dire « Au moins, j'aurai du cash. » Peut-être c'est ce qu'ils vont faire le temps que ça se calme. Et puis dans un mois, quand ils vont voir que le cash, ça leur coûte 0,7% parce que c'est la BNS qui se charge au passage, je pense qu'ils vont changer d'avis. Mais globalement, voilà, l'or, il a plus vraiment... Je pense qu'il y a aussi une forme de déception. Je pensais vraiment que dans cette situation-là, l'or, il allait partir de 100, 150 balles et monter à 1800, 1850, là où il est censé aller là-bas techniquement et où je reste convaincu qu'il va aller. Mais voilà, il y a eu une espèce de déception et ce côté-là, laissez-moi sortir. C'est vraiment le côté...
On n'a pas encore vu les gens qui disent oui, mais je vais partir habiter en Ardèche parce qu'au moins là-bas, je vois personne. Enfin, vraiment, on est là, on est vraiment dans un mood complètement paranoïaque. Et les gens se disent, bon, dans le doute, je vends tout. Et puis après, j'ai du cash. Puis on verra bien. Mais on verra assez rapidement ce qui va se passer. Fondamentalement, je suis 100% d'accord, l'économie va ralentir. On va avoir un ralentissement économique d'ampleur conséquente. Combien de temps ça va durer? Je ne pense pas non plus des mois. Ça dépendra du coronavirus, de nouveau, pour l'instant. Ça dépendra aussi du fait qu'on va s'habituer à vivre avec ça. Puis de se dire, OK, bon, au début, aujourd'hui, il y a peut-être 50 morts par jour dans le monde entier à cause du coronavirus. Puis dans un mois, il n'y en aura plus que 12. Et puis dans 3 semaines, ou dans 3 mois, il n'y en aura plus que 10. Puis on aura oublié l'histoire. Après, oui, il y aura un ralentissement économique. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette phase épidermique où il faut tout vendre, c'est terminé. Ce matin, le Conseil fédéral en Suisse interdit tous les rassemblements de plus de 1000 personnes. Parce que 1000 personnes, ils ne peuvent pas se refiler le virus entre eux. Je pense que ça suffit largement. On se dit la même chose. Voilà, les gars, à 1000, vous avez déjà 1000 personnes contaminées qui rentrent à la maison. Et j'ai vu que le taux de contamination était 2,5. Donc 1000 personnes contaminées ensemble, qui rentrent à la maison, c'est 2500 personnes de plus qui sont contaminées derrière. Alors c'est clair que ça va moins vite que si c'est 20 000 personnes, ça c'est sûr. En même temps, encore une fois, dans les stades de foot en Suisse, les 20 000 personnes, on est tranquille. Hein. Mais ce qu'il faut retenir globalement, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase de panique. Et personne n'a envie d'être responsable. Je comprends sur des événements comme le Salon de l'Auto en Suisse, où on nous dit, oui, non, on l'annule. C'est 600 000 visiteurs. C'est clair que si on le laisse ouvert et que dans 2 semaines, on a une explosion des cas de coronavirus en Suisse allemande parce qu'ils sont tous venus à Genève, eh bien forcément, ce sera un problème. Donc personne n'a envie d'être responsable. Et ça, je peux comprendre. Donc cette phase de panique, elle est là. Il faut vivre avec. Mais à mon avis, ça ne va pas non plus durer des années. Et l'impact économique sera pas aussi... sera là. Mais là, il est déjà pressé, l'impact économique. Donc maintenant, si tout d'un coup, ça va mieux, qu'est-ce qu'on fait? On commence donc, en tout cas chez Vauban, à regarder un petit peu les secteurs dévalorisés. C'est souvent les mêmes qui reviennent. On a les voitures, on a le pétrole, des choses comme ça. Mais maintenant, il y a aussi la tech qui a beaucoup descendu. Ouais. Tu regardes plutôt ces actions vraiment très dévalorisées, ou tu regardes aussi la tech, ou les deux? Alors, aujourd'hui, la tech, si je devais faire un choix aujourd'hui, par rapport au stress dans lequel on est, je suis plus à l'aise sur les gros titres dévalorisés qui font du business classique. La tech était juste avant cette descente aux enfers, était devenue un des secteurs les plus surpondérés dans le marché, chose qu'on n'avait plus vue depuis la bulle Internet de l'an 2000. Il y a encore 10 jours, enfin 15 jours, 18% du S&P 500 était représenté par 5 actions. Pas besoin de vous dire les noms, vous les connaissez. Donc ces 5 actions-là représentaient 18% du S&P 500. Donc on était trop surpondéré en techno, probablement. Mais en même temps, la croissance et l'avenir et tout ce qui se développe, ça passe par eux. Ça passe plus par General Motors, ça c'est clair. Après, c'est vrai quand on voit certains secteurs automobiles qui sont complètement délaissés, on se dit « oui, mais c'est fini l'automobile, machin, c'est fini l'automobile, j'adore ». Alors, la voiture électrique, c'est génial, on ne va pas revenir sur le sujet, mais les voitures, c'est terminé, plus personne n'en veut. Ouais, vous voulez quoi? Des trottinettes? Enfin, moi, je ne sais pas, mais pour faire Genève-Paris en trottinette, c'est long. Donc, il y a toujours quand même un business qui est là. C'est clair qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer et les constructeurs ont des frais et ils sont en train de se réinventer. Mais je ne pense pas que c'est mort. Le pétrole, c'est pareil. Le pétrole, c'est has-been, c'est mal, c'est caca, il ne faut pas avoir de pétrole, c'est moche, c'est contre le réchauffement climatique, Greta a dit qu'il ne fallait pas en avoir, donc c'est mal. Et aujourd'hui, vous avez tous les fonds qui sont dits green, parce que maintenant, c'est hyper populaire d'être clean, hein. Green, machin, pas le réchauffement climatique, donc on ne veut pas de pétrole. Donc on balance les pétrolières, et tous les gros fonds sont en train de balancer les pétrolières. Mais le business, il continue à fonctionner, on continue à mettre de l'essence parce que c'est une hypocrisie totale. Ils vendent tous leurs actions pétrolières, mais ils continuent à mettre de l'essence dans leur voiture. Parce que quand même, ça marche mieux. Donc il y a quand même cette logique derrière qui est d'une hypocrisie totale où on décharge les pétrolières. Aujourd'hui, les pétrolières ne gagnent pas moins d'argent. Ils gagnent toujours la même chose, ils payent les mêmes dividendes. Et aujourd'hui, vous avez des boîtes qui sont complètement délaissées, qui sont à des pourcentages de dividendes hallucinants, qui sont au fond du trou. On n'a jamais vu le secteur pétrolier aussi bas que depuis 1947. Je pense qu'il y a quand même un moment donné, et si on regarde à chaque fois dans les cycles boursiers, on a eu des périodes où le pétrole c'était has-been, puis quand c'est redevenu génial, tout est reparti à la hausse. Alors ça peut durer, encore une fois, mais en attendant, vous prenez quand même du dividende.
Donc j'essaie un peu de mettre le bémol par rapport à ça. Donc c'est juste un peu de regarder un petit peu de nouveau quel est votre horizon d'investissement. Est-ce que vous avez du cash? Est-ce que vous êtes investi? Est-ce que vous n'êtes pas investi? Combien de pourcents être investi? Est-ce que ça vous plaît d'avoir un dividende de 8 ou 9% sur une boîte qui est là depuis 50 ans ou 60 ans et qui gagne très bien sa vie, simplement qui est has-been dans le marché? Moi oui, ça ne me gêne pas. Moi j'ai pas de complexe à acheter une pétrolière. J'ai pas de complexe à acheter une boîte d'armement. Je suis désolé, c'est légal. Malheureusement ou pas, c'est pas mon problème. Je ne fais pas de politique. Mais c'est légal. Une boîte d'armement, quand on me dit « Oh, il ne faut pas toucher parce que c'est mal », je suis désolé, c'est légal. Les gars, ils font du business, ils sont payés pour ça. Et leurs meilleurs clients, c'est les gouvernements. Il faut juste arrêter 5 minutes. Donc, simplement, aujourd'hui, on est dans ce mood. Oui, il faut être clean, il faut être green, machin, etc. Je pense que quand on voit, je lisais un article aujourd'hui, encore une fois, on dit « Oui, le coronavirus, ça a enlevé je ne sais plus combien de tonnes de carbone dans un truc, et le gars il disait c'est ce qu'il faut faire, il faut que Greta elle se fasse choper le coronavirus puis qu'elle ait craché sur tout le monde, comme ça va augmenter la contagion. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a des secteurs qui sont complètement délaissés, qui ne vont pas remonter demain. Je pense que si on a ce qu'on appelle un V-shape recovery, si le marché il baisse encore 1 ou 2 jours puis après il repart à toute vitesse parce que Powell baisse les taux, ceux qui vont partir plus vite en premier, c'est les mêmes, c'est la techno. Donc le rebond viendra de la techno, mais moi je prône toujours une certaine diversification. Voilà. Simplement, c'est clair que sur le long terme, je ne suis pas du tout inquiet avec mes pétrolières que j'ai aussi en position. Par contre, sur le court terme, le leverage il se fera sur la techno pour changer. C'est tout. On va rester dans la même logique. Je vois assez mal tout d'un coup qu'il y ait une rotation de secteur. Aujourd'hui, tout ce qui n'est pas dans la lignée ESG, ISR, Green Investissement, les gens auront beaucoup de peine à revenir dessus aujourd'hui. Après, c'est juste de construire. Construire sur le long terme, quand vous avez des 8-9% de dividendes, moi je me dis en 5 ans, j'ai récupéré 50%. Alors le titre, il peut baisser encore un peu, même d'accord, mais sur le long terme, je veux bien continuer à être payé dans ce sens-là. Il faut le voir comme un rendement, quoi. C'est encore une fois, pour moi, un dividende qui n'est pas garanti, jamais garanti, mais qui vient d'une belle boîte, qui a un vrai business, je pense que c'est comme un loyer. Vous avez un appartement que vous louez, tant que votre locataire y paye, c'est un rendement. Vous n'allez pas changer votre stratégie parce que le marché immobilier a baissé de 3% selon la dernière étude de l'UBS. Donc, je pense que quelque part, il faut juste avoir un peu, comme tout, juste posez-vous 5 minutes dans un fauteuil. N'invitez personne à la maison parce qu'il ne faut pas faire trop de rassemblements, mais calmez-vous et puis juste posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui a réellement changé? Est-ce que vraiment demain, les gens vont arrêter de mettre de l'essence dans leur voiture? Est-ce qu'on ne va plus faire de tissu en nylon? Est-ce qu'on ne va plus faire de produits chimiques? Tout ça va s'arrêter? Je ne suis pas expert non plus, mais sincèrement, je ne pense pas. Alors c'est clair, il ne faut pas non plus dire que tout va bien. Oui, l'économie peut avoir des problèmes suite au coronavirus. On n'est pas dehors de cette histoire de coronavirus à 100%, mais je pense que là, on est en train gentiment d'exagérer et de faire tout et n'importe quoi. Donc juste respirons, faisons un peu de méditation, faisons quelque chose de calme dans la nature pendant quelques heures, essayons de revenir un petit peu à la conscience. Peut-être se déconnecter des réseaux sociaux, parce que quand on voit le nombre de tartines qui circulent, ça peut poser un problème. Mais voilà, moi je pense que je vais pas changer ma vision aujourd'hui, du tout, parce que je ne vois pas pourquoi. Il n'y a rien qui, pour moi, a changé. Oui, il y a un problème ponctuel. Oui, il va y avoir un frein à l'économie. Dans quelques semaines, il y aura des conséquences qui vont être un petit peu décalées, mais ça s'arrête là. Donc, pour moi, j'aime toujours les pétrolières et je pense que le pétrole va remonter. Là, il baisse de manière aberrante de nouveau, mais bon, je comprends le stress, mais on est dans une phase de stress. Le marché ne réagit de nouveau plus la même chose. On l'a dit avant. L'or devrait monter, il ne monte même pas. Le marché s'effondre, tout baisse. Il n'y a même pas des trucs qui arrivent à monter dans un coin. Donc voilà, et les gens ne cherchent pas de safe haven. Le safe haven, pour eux, le moyen de se planquer, c'est d'avoir du cash. Jusqu'à qu'on leur dise que le cash transmet le coronavirus. Là, ça risque de changer aussi. Pourtant, il y a quelqu'un récemment qui a dit cash is trash. Un investisseur, c'est Ray Dalio, je crois, qui a dit ça. Bien sûr. Mais je pense que le cash, aujourd'hui, n'a aucune raison d'être. Mais je comprends aujourd'hui que les gens sont plus rassurés en ayant 150 000 francs sur le compte en disant si jamais. Mais encore, dans certains pays, le cash, d'après ce que j'ai compris, en France, si vous voulez retirer 1 000 € cash, il faut faire une demande à Macron bientôt. Donc c'est devenu compliqué. Ça, c'est aussi un problème dont on parle chez nous.
Merci beaucoup. On va s'arrêter sur ces sages paroles. Merci d'être venu. Plaisir. Je me réjouis de te toujours. recevoir une prochaine fois avec, j'espère, des circonstances de marché un peu plus ensoleillées. Alors moi pas, parce que c'est très drôle en ce Ah. moment. Bon, on souhaite alors l'effondrement total. J'espère qu'on se retrouvera en mode Mad Max dans quelques semaines. Moi, je pense que la prochaine fois, on le fera en vidéoconférence, comme ça on évitera de croiser des gens dans la Ah rue. oui, on pourra peut-être plus sortir, on n'aura plus le droit. Exactement. C'est ça. Voilà, merci. Bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un pouce en haut ou un pouce en bas. Laissez-nous vos commentaires. Et si vous voulez recevoir mes conseils via ma newsletter, n'hésitez pas à cliquer dans le lien sur la description et vous recevrez même un cadeau spécial, les 5 règles d'or de la bourse que j'ai rédigées pour aider les investisseurs à poser des bonnes bases pour commencer à investir en bourse. J'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec les investisseurs et Vauban Éditions.